Patrick Roger. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'économie et Eva Rock qui regarde la télévision. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et le nouveau cafouillage fiscal. C'est le titre des Échos qui résume assez bien le sentiment dans vos journaux ce matin. Jean-Marc Ayrault a gagné son bras de fer. L'ancien Premier ministre a fait voter un abattement de CSG pour les revenus modestes, ce qui fait dire au Figaro que les socialistes bousculent Hollande et Valls sur les impôts. Le président et le Premier ministre qui n'ont pas montré un enthousiasme débordant, mais qui n'ont pas voulu provoquer une polémique de plus en pleine campagne pour les régionales. D'autant qu'il y a un peu de zizanie en perspective sur ces régionales, comme le titre Libération en une ce matin avec cette question: faudra-t-il voter à droite ? Libé revient sur la proposition de Manuel Valls qui fait jaser la fusion des listes de gauche et de droite pour faire barrage au Front National au second tour. La fusion au risque de la scission, écrit Libé. Les inquiétudes des Français en une du Parisien aujourd'hui en France. Le terrorisme marque les esprits selon l'enquête annuelle de l'Observatoire de la délinquance rendue publique ce matin, également sur Europe 1. Nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure à 6h45 dans Europe 1 vous répond. C'est devenu la deuxième préoccupation derrière le chômage et selon un magistrat, la menace n'est pas fantasmée. La méfiance aussi, mais sous une autre forme. En une de 20 minutes, on y apprend que la générosité a ses limites. 20% des Français avouent que leur envie d'aider diminue lorsque la personne à soutenir est d'origine étrangère. Et puis vendredi 13 oblige, le Parisien s'est amusé en cette période de campagne à débusquer les superstitions en politique. Claude Barthelone ne veut jamais d'une table à 13 personnes. Et puis parmi les gris-gris, Valérie Pécresse porte un collier fétiche et Laurent Wauquiez, lui, sort rarement sans une parca rouge. Célèbre. Mais allez comprendre, il dit qu'il n'est pas très superstitieux et pourtant il a quasiment toujours un petit marron dans la poche. Ah bon? Alors. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes de la presse régionale qui vous ont tiré ce matin? Celle de Corse Matin, il parle, titre à la une, ce sont les témoignages d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri condamnés à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac. Nous avons tué un homme, nous avons aussi tué un symbole politique, concèdent-ils, reconnaissant d'ailleurs leur échec politique. Un témoignage aussi dans le Courrier de l'Ouest, celui du patron d'une PME angevine qui regrette les difficultés de recrutement dans la métallurgie. En Alsace, inquiétude face au manque de pluie. La sécheresse n'en finit pas, titre l'Alsace. Le Rhin trop bas, titre les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Les bateaux ne peuvent plus naviguer à pleine capacité et les usines hydroélectriques produisent moins. Mais la dégradation arrive, nous a annoncé tout à l'heure Laurent Cabrol. L'histoire du jour, c'est une chasse à l'homme géante à Marseille, Marion. Et c'est la Provence qui raconte cette traque qui a duré 7 heures hier dans les rues de la ville. 150 policiers mobilisés, 2 hélicoptères, les établissements scolaires de tout un quartier confiné. Tout ça pour un homme soupçonné d'avoir commis de multiples agressions en seulement 36 heures. D'abord, mardi matin, dans un centre commercial, agression sexuelle d'une cliente. Le soir même, il s'attaque à un homme et prend la fuite après l'avoir poignardé plusieurs fois. Dans la foulée, il s'introduit dans la maison d'une jeune femme qu'il menace, à qui il demande de prendre sa voiture. Il file encore et c'est après un viol commis dans la nuit que l'alerte est lancée. L'homme est localisé donc après de nombreuses heures de recherche. Il est localisé dans le métro. Il est arrêté vers 19h, porteur d'un couteau. Le suspect qui aurait grandi dans le quartier du Roi d'Espagne à Marseille mènerait actuellement une vie de marginal. Il a été placé en garde à vue. Merci Marion. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, la Corée du Nord avec de nouveaux soupçons de purge au plus haut sommet de l'État. Oui, avec cette question, qui est-il donc arrivé à Cho Ryang-hae ? C'est pas n'importe qui, un personnage puissant en Corée du Nord, l'un des plus proches conseillers du chef suprême, Kim Jong-un. Il a soudain disparu des écrans radars. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi soudain la presse internationale s'interroge. Parce qu'il faut savoir tout décrypter avec la Corée du Nord. Je vous explique. Il y a quelques jours, le régime annonce les obsèques d'un haut dignitaire. Le régime publie alors les noms des participants à la cérémonie. Et pour les experts, eh bien, ce genre de liste officielle, c'est un peu l'équivalent du who's who nord-coréen. Si vous n'y êtes pas,
c'est qu'il y a forcément un problème. Et justement, Cho Ryong-hae n'y est pas. Inquiétude renforcée hier, puisque le personnage n'apparaît sur aucune photo officielle des obsèques. Un dossier suivi notamment de près par la sœur ennemie, la voisine, Corée du Sud. Et bien justement, le quotidien le Korea Times pense détenir la clé du mystère. Cho Ryong-hae aurait été envoyé dans un camp de travail ou camp de rééducation, ce qu'on appelle aussi pudiquement là-bas une ferme collective. Le régime n'aurait pas apprécié la construction bâclée d'une centrale hydraulique et il fallait que quelqu'un paye manifestement. Alors dans le Korea Times, les spécialistes disent malgré tout que M. Cho reviendra peut-être au pouvoir, puisqu'après tout, il a déjà fait par le passé 2 séjours en camp de travail. Ah oui. On ajoutera qu'il peut s'estimer heureux de ne pas avoir été exécuté tout simplement, comme des dizaines d'autres dignitaires qui un jour ont déçu le chef suprême. Voilà une image de la Corée du Nord, Oui. encore ce matin avec Jean-Philippe Ballas. À la une de la presse économique, Axel de Tarlé, Airbnb, c'est-à-dire ce système de location de chambres et d'appart de particuliers, aurait fait gagner beaucoup d'argent à la France. Voilà, 2,5 milliards. Alors c'est une étude réalisée pour le compte d'Airbnb, donc évidemment qui va un petit peu dans son sens. Comment arrive-t-on à ce chiffre ? Eh bien Airbnb dit qu'il y a 4 millions de touristes qui sont venus en France via son système sur les 12 derniers mois. Donc ça rapporte d'abord de l'argent à ceux qui mettent leur appartement en location. Il faut savoir que si vous mettez votre appartement sur Airbnb en location, alors ce sont toujours des chiffres, mais ça rapporte 2 000 € par an à celui qui met son appartement. Et puis Mais ces c'est pas touristes... forcément déclaré. Oui, c'est pas forcément déclaré, voilà. Mais pour l'instant, on parle de rentrée de devises, voilà. Et puis ces touristes... Ah oui, il y a une ils dé- nouvelle règle quand même qui rentre en application. Bon, voilà. Et puis ces touristes, je reprends ma phrase, ils vont aussi au restaurant, ils vont aussi au cinéma, ils vont dans les magasins, donc ils dépensent 2,5 milliards. Alors, vous avez raison, cet argent n'est Voilà. pas déclaré, même si vous avez raison. Maintenant, Airbnb paye la taxe de séjour, mais les hôteliers sont furieux parce que quand même, oui, c'est quand vous avez un déloyal. hôtel, c'est déloyal. Vous avez des normes, vous avez beaucoup plus de charges, etc. C'est un vrai problème. Les hôteliers ont raison de se plaindre. Néanmoins, il ne faut pas jeter la pierre sur Airbnb parce qu'Airbnb crée une nouvelle offre. Vous avez des touristes qui viennent, pour les familles notamment, qui ne venaient pas parce que c'est compliqué d'aller à l'hôtel. Ils viennent beaucoup plus volontiers sur Airbnb. Et d'ailleurs, si vous regardez, sur Airbnb, on reste 4 nuits, alors qu'à l'hôtel, on reste 2 nuits en moyenne. Donc vous voyez, ça crée une nouvelle offre des touristes qui ne seraient probablement pas venus si Airbnb n'existait pas. C'est pour ça que bienvenue Airbnb. Bienvenue, effectivement. Tout le monde ne le dit Mais pas. il faut oui, voilà, payer les charges et tout ça. Vous avez Oui, raison. oui, vous avez raison. Axel de Tarlé, Henri Salvador, une vie d'artiste, Eva Rock, ce soir sur France 3. Enfin presque, hein. Voilà. Costume- matinalier. oui, un costume blanc, un rire, des chansons douces, des plus délirantes, des shows télé incroyables. C'était tout ça, Henri Salvador. Et le documentaire revient sur cette carrière. C'est une sorte de grand tour de chant avec en fil rouge une interview assez formidable de sa femme Catherine Salvador et surtout des extraits musicaux tirés de toutes ses émissions de télé. Car Henri Salvador avait compris un truc, c'était la puissance du petit écran. Mais j'étais monté justement à l'Alhambra tout en haut pour voir comment les gens qui payaient moins cher me voyaient. Et je me suis aperçu qu'ils ne me voyaient pas plus grand que mon petit doigt. Alors je me suis dit, il y a une injustice, et je me suis aperçu que la télévision était vraiment le plus grand progrès social. Tout le monde est au premier rang. Alors j'ai dit, je vais faire la télévision. Et j'ai fait de la télévision pendant 22 ans. Alors vous allez voir tous ces extraits musicaux de grandes émissions de télé. C'est difficile de faire plus complet comme documentaire. Un doc qui a un avantage, il évite l'écueil des témoignages lénifiants. Toutefois, même si je suis certaine que les fans d'Henri Salvador seront ravis, ça traîne un peu en longueur. Et puis alors, surtout, Salvador n'a aucun défaut, ce qui me paraît assez incroyable. Voilà. Mais bon, voilà, d'entendre Le Jardin d'hiver notamment, et puis toutes les chansons qui nous ont bercés, c'est quand même assez agréable. Ouais, sacré personnage, Oui. effectivement, Henri Salvador. Il n'avait aucun défaut. Voilà. Comme vous. Merci, on referme le casque.